Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Dans l'épisode de C'est l'heure du réveillage d'aujourd'hui, je souhaite te parler d'une thématique qui résonne probablement en toi. Se relever après un échec et prendre le temps de guérir. Combien d'entre nous ont consacré des efforts, de l'énergie, de l'argent ou encore une part de leur être à un projet, une relation ou un objectif pour finalement se retrouver face à un échec cuisant. C'est une sensation désagréable, n'est-ce pas ? Alors, dans cet épisode, changeons de perspective et voyons ensemble comment appréhender ces moments difficiles comme des étapes fondamentales de notre parcours. Et pour ceux d'entre vous qui ont vécu un burn-out, je sais que vous pourriez percevoir cette période comme un échec en soi. Vous pourriez vous sentir comme si vous n'étiez pas assez fort, comme si vous étiez diminué, que vous aviez failli et flanché. Nous allons donc également aborder dans cet épisode l'importance de ne pas précipiter le processus de guérison, mais plutôt de lui accorder le temps nécessaire pour penser nos blessures physiques et émotionnelles et reconstruire notre confiance en nous. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti mon cookie pour l'épisode de la semaine. Trop souvent, la société nous enseigne à craindre l'échec, à le voir comme une marque d'infamie ou une impasse dans notre chemin vers le succès ou vers la réussite. Mais c'est quoi pour toi la réussite ? Quelle définition lui donnes-tu ? Et c'est quoi pour toi le succès ? Qu'est-ce qui te montrerait que tu as réussi ta vie ? Comment devrais-tu vivre pour considérer avoir le droit d'être fier de toi ? Tu en conviendras, il y a autant de réponses à ces questions que de personnes sur Terre. Ça fait un peu beaucoup. Alors, j'ai envie de te parler de ma vision du succès, qui sera probablement très différente de celle de beaucoup d'entre vous, et c'est ok. Il n'y a pas de définition du succès meilleure qu'une autre, et ma définition du succès ne sera jamais plus importante que l'une des vôtres, et inversement. Pour ma part, je mesure mon succès en termes de bonheur et d'accomplissement personnel. Le succès, à mes yeux, c'est quand je peux me lever le matin en ayant suffisamment dormi, et en ayant eu un sommeil de qualité. C'est être motivée en me levant et en étant heureuse et satisfaite de ma vie actuelle. C'est aussi être capable de poursuivre mes passions et de réaliser mes rêves. Oui, il y a des obstacles sur le chemin, des défis à relever. Et pour moi, le succès, c'est que même si un obstacle me fait trébucher, me fait tomber, je puise ensuite dans mes forces pour me relever et apprendre de mes erreurs. Pour moi, le succès, c'est d'avoir des relations positives avec les personnes proches de moi et d'éviter au maximum les relations toxiques qui me pompent toute mon énergie et me font me sentir mal. Pour moi, le succès, c'est de contribuer de manière significative au bien-être et de permettre à ceux qui le souhaitent d'être plus heureux dans leur vie. Pour moi, le succès, c'est de savoir prendre soin de moi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. C'est de prendre le temps de me reposer, de me ressourcer et d'écouter ce que mon corps murmure avant qu'il ne me hurle dessus pour se faire entendre. C'est aussi me connecter aux autres, leur apporter ma présence, mon écoute bienveillante et qu'ils sachent que je suis là pour eux, selon leurs besoins à eux. Enfin, c'est pouvoir apporter à mes proches ce dont ils ont besoin, matériellement et émotionnellement parlant. Voilà ce qui est important pour moi. Alors, je t'invite à considérer les échecs sous un jour nouveau, comme des occasions précieuses d'apprentissage et de croissance. Les échecs sont les maîtres les plus redoutables de l'école de la vie. Et ils nous confrontent à nos limites, nous poussent à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Alors, ne laisse pas l'échec te faire flipper et ne pas passer à l'action de peur de te rater. À partir du moment où ta tentative ne peut ni te tuer ni te blesser, fonce! L'erreur serait justement de procrastiner pendant des semaines, des mois, des années même sans tenter tes rêves par peur de telle ou telle chose. Regarde Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a connu plus de 700 essais infructueux avant de réussir à créer une ampoule fonctionnelle. Et quand on lui a demandé comment il se sentait face à ces nombreux revers, il aurait répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Je trouve cette phrase beaucoup trop classe, et elle montre tout l'intérêt de la persévérance. Persévérance. Quelle belle qualité à ajouter à son CV, n'es-tu pas d'accord ? Aller au bout de ses rêves, ne pas abandonner dans les moments difficiles, et percevoir les nombreux refus ou échecs comme de simples obstacles à surmonter.
Et les échecs ne sont pas seulement des catalyseurs de réussite professionnelle, ils sont également des sources fantastiques d'apprentissage et de développement personnel. Chaque échec est une mine d'informations, une occasion de mieux comprendre nos forces et nos faiblesses, ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. En affrontant nos peurs et nos doutes, nous renforçons notre résilience et notre confiance en nous. Les échecs nous obligent à nous remettre en question, à réévaluer nos objectifs et à ajuster notre trajectoire en conséquence. En ce sens, chaque échec est une pierre de plus sur le chemin de notre édification personnelle. Et puis, quand tu étais petit, est-ce que tu es tombé une fois en apprenant à marcher, et ensuite tu as décidé que tu arrêtais d'essayer de marcher parce que tu avais raté une fois? Pareil pour le vélo ou la natation? C'est justement parce que tu as retenté encore et encore que tu as fini par y arriver. Mais alors, comment se rétablir, se remettre sur pied après un échec? Généralement, un échec est accompagné d'une série d'émotions complexes, allant de la déception à la frustration, en passant par le découragement ou la perte de confiance en soi. Ces sentiments sont tous valides et légitimes, quel que soit le contexte de cet échec, et il est important de ne pas les ignorer. Les cacher sous le tapis va bien plus te desservir et aggraver la situation, créant une sorte de pression interne qui peut exploser à tout moment, comme une cocotte minute sous pression. Alors, plutôt que de laisser ces émotions s'accumuler, comme de l'eau dans un vase, prenons le temps de les reconnaître et de les traiter avec bienveillance pour notre propre bien-être mental. Et c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité que nous avons l'opportunité de nous reconnecter avec nous-mêmes et de reprendre le contrôle de notre vie. Alors, comment pouvons-nous identifier les aspects de notre vie qui nécessitent un réexamen? Le but n'est pas de tout chambouler du jour au lendemain, mais plutôt de procéder étape par étape, en commençant par des ajustements progressifs. Pour ce faire, commence par te poser certaines questions comme « Qu'est-ce qui t'épanouit et te comble vraiment ? Qu'est-ce qui, au contraire, t'épuise et te draine sans t'apporter de réelle satisfaction ?» En répondant à ces questions, sois honnête avec toi-même. Il est vraiment important de ne pas se mentir à soi-même, même si certaines réponses peuvent être difficiles à entendre, admettre ou accepter. Il peut s'agir de certaines de tes relations personnelles, de ta carrière professionnelle, de tes habitudes de vie ou de ton bien-être émotionnel. Une excellente méthode consiste à tenir un journal où tu pourras noter tes réponses à ces questions. En visualisant clairement les domaines de ta vie qui nécessitent un ajustement, tu seras mieux équipé pour mettre en place des changements positifs et durables dans ta vie. À noter que tu n'as pas besoin de faire ce réexamen à chaque échec, ni même d'attendre un échec pour le faire. Ce processus d'introspection peut être bénéfique à tout moment de la vie, que ce soit pour te recentrer sur tes objectifs ou simplement pour évaluer ton bien-être général. Pour ma part, j'aime réfléchir à ces questions 1 à 2 fois par an, pour m'assurer que je suis toujours en phase avec mes aspirations et mes valeurs. Et j'ai mis ça en place l'année suivant mon burn-in et le désalignement complet que j'avais dans ma vie professionnelle en 2022. Comme quoi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est cet échec de mon salariat qui m'a fait évoluer et surtout m'a fait prendre conscience que faire sa vie en étant désaligné dans l'un de ses domaines pro ou perso, ça ne peut pas rendre heureux. Une fois cette introspection réalisée, nous pouvons déjà commencer à nous diriger vers la bonne direction. Si on en revient à la situation d'échec en elle-même, nous pouvons également identifier des leçons à en tirer. Chaque situation offre une opportunité d'apprentissage, que ce soit en termes de compétences, de prise de décision ou de gestion du stress. En réfléchissant à ce que nous avons appris, nous pouvons transformer cet échec en une expérience positive de croissance personnelle. Se reconstruire après un échec, c'est aussi accepter nos émotions et reconnaître que c'est ok de ne pas être parfait. Nous sommes tous humains et il est naturel de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration après un revers. L'important est de ne pas rester coincé dans des émotions négatives, mais de les utiliser comme un tremplin vers la croissance personnelle. Quelles sont ces leçons que j'ai tirées de cet échec pour ma part ? Eh bien, que mes émotions et mes valeurs comptent, que ma santé physique et mentale compte, et que par-dessus tout, mon travail ne mérite pas que je fasse un burn-out ou ruine ma santé. Donc je suis partie. Puis je me suis rendu compte que j'avais aussi des choses à apprendre sur moi, sur mes croyances, sur mes petits diables qui viennent me susurrer des mots pas très sympas sur l'épaule comme « Tu n'es pas assez forte, assez courageuse, assez persévérante, assez parfaite, tu ne fais pas assez non plus. » Ou alors des « Tu es trop sensible, trop faible, trop gentille, trop souriante, trop à réfléchir, tu poses trop de questions, tu prends les choses trop à cœur. » Bref, qui n'a jamais entendu ces phrases ?
ou ne se les ait jamais dites à lui-même. Mais on est trop ou pas assez par rapport à quoi? Par rapport aux autres? Comment établir une norme? Par rapport à qui? Qui définit que c'est normal ou non? Si on te dit que tu es trop quelque chose, n'est-ce pas les autres qui ne sont pas assez? Généralement, quand tu dis ça à celui qui te dit que tu es trop quelque chose ou pas assez quelque chose, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça m'a fait aussi prendre conscience que j'avais un gros travail sur moi à faire, notamment émotionnellement et en gestion du stress, mais aussi pour établir des limites saines pour moi, sans me départir de ma bienveillance et de mon empathie. Ce sont des valeurs extrêmement importantes pour moi, tout comme prendre soin de mon énergie est un besoin que j'ai accepté, et franchement, pour rien au monde je ne retournerai à ma vie d'avant, celle où j'étais une vraie mégère avec moi-même et où j'étais malheureuse. Et j'ai aussi mis du temps à retrouver ma confiance en moi, à ne plus douter de moi, de mes compétences, de ma valeur en tant qu'être humain. Ça a été un travail de longue haleine d'autocompassion et de bienveillance envers moi-même. D'apprendre à me parler comme je parlerais à mes meilleurs amis, avec gentillesse et encouragement. D'apprendre à accepter mes imperfections et mes erreurs comme faisant partie intégrante de mon parcours d'apprentissage. Je me suis également engagée dans des activités qui nourrissent mon estime de moi et renforcent ma confiance. Des activités qui me convenaient à moi et pas à mon voisin, encore une fois. D'investir du temps dans des activités qui m'ont permis de me sentir bien dans ma peau. De m'éloigner des comportements toxiques de certaines personnes et de me rapprocher de celles qui me soutiennent sans compter. Parce que oui, quoi qu'on se le dise, le soutien social joue également un rôle important, très important, dans le processus de guérison. Alors entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre cheminement. Partagez vos sentiments et vos expériences avec eux et acceptez leur soutien avec gratitude. En fin de compte, retrouver la confiance en soi après un échec demande du temps, de la patience et de la persévérance. Soyez doux avec vous-même et rappelez-vous que chaque petit pas en avant est une victoire en soi. Avec le temps et les efforts, vous finirez par retrouver votre force intérieure et votre assurance, votre courage et votre détermination. Et n'hésitez pas à prendre votre temps pour guérir. Souvent, dans notre société pressée et exigeante, nous ressentons une pression écrasante pour nous remettre rapidement sur pied après un raté. C'est comme si nous devions effacer notre échec et continuer comme si de rien n'était. Mais est-ce réellement sain? Considérons ceci. Lorsque nous nous blessons physiquement, qu'on se casse quelque chose, prenons-nous le temps de permettre à notre corps de guérir? Bien sûr que oui! Alors pourquoi ne ferions-nous pas de même pour nos blessures émotionnelles? C'est comme une plante qui a besoin d'eau, de lumière et de nourriture pour grandir et s'épanouir. De la même manière, nous avons besoin de soins attentionnés et de soutien pour guérir nos blessures émotionnelles et nous permettre de nous élever à nouveau. En prenant le temps de guérir, nous nous offrons la possibilité de réfléchir, de nous recentrer et de nous réaligner avec nos valeurs et nos objectifs. C'est un processus essentiel pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir, d'éviter un second burn-out, ou pire par exemple, et pour avancer de manière plus éclairée sur notre chemin de vie. Alors, n'ayez pas peur de ralentir et de prendre du recul. Non, ça ne fera pas de vous quelqu'un de faible, bien au contraire. Accordez-vous cette période de guérison avec bienveillance et compassion, et vous en ressortirez plus fort et plus avisé qu'auparavant. Et sachez que votre capacité à rebondir va clairement dépendre en grande partie de votre attitude et de votre perspective. Donc n'ayez pas peur de viser haut et de poursuivre vos rêves avec détermination. Et je vais maintenant conclure cet épisode de C'est l'heure du réveillage et te laisser sur une dernière citation que l'on prête également à Thomas Edison. Lorsqu'on lui a demandé s'il ne se décourageait pas de toutes ses tentatives manquées, il répondit « Cela ne me décourage pas du tout, car j'ai trouvé 50 000 façons qui ne fonctionnent pas, je suis donc 50 000 fois plus près de l'expérience qui réussira. » Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt!